est jeune, ambitieux et talentueux. Il a beaucoup de casquettes. Il est avocat, assistant, en même temps un homme politique. Mais aujourd'hui, avec lui, nous allons toucher sur la science. Mesdames, Messieurs, accueillons pour la première fois sur notre plateau des tables en or, Maître Aristote Bourbon. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? En tout cas, nous allons bien au rythme du temps et des événements. Très bien habillé. Je suis en train de vous suivre. Alors, on va vous soumettre un petit test dont les gens se disent que c'est tellement difficile. Ouais. Je ne sais pas si ça sera le cas chez vous. Alors, on aimerait savoir, parlez-nous de vous d'une manière succincte. Que j'essaie de vous parler un peu de moi. Il est toujours très difficile de parler de soi. Voyez-vous, même Jésus, quand il parlait de lui, il parlait en parabole. C'est comme pour dire qu'il est très difficile pour une personne de se présenter et donc de parler de lui dans ces sens-là. Mais nous allons quand même essayer de manière laconique à vous dire quelque chose sur nous. Voilà, je m'appelle Aristote Chichibouabou Mbouyamba. Je suis fils de Mbouyamba Kabilangi, donc Chiboaba Jean-Jacques, qui est déjà décédé, et fils de Bilonda Martine, qui est encore en vie. Je suis l'aîné de beaucoup de petits frères et sœurs. En même temps, j'ai fait mes études primaires à Mbujimaï. J'ai continué avec les études secondaires ici à Kinshasa. Déjà au départ, donc je suis fils d'un militaire qui est mort pour la cause de la République. Je suis donc un ancien élève de l'Athénée de la Gombe. On appelle cela Eligo, élève de l'Institut de la Gombe. Ensuite, à partir de la 4e année des humanités, je suis parti étudier au Collège Frère Lingua et au Collège Frère Zouza, qui est une école des frères, qui fait partie de ce qu'on appelle, pour nous autres anciens, ASANEF, donc l'association des anciens élèves des frères. Donc j'ai eu mon diplôme d'État dans cette université en 2010 et je suis très rapidement parti à l'université protestante au Congo pour joindre la faculté de droit. Et peu après quelques années, j'ai dû arrêter avec mes études parce qu'il était très difficile pour mes preneurs en charge de continuer à assumer leurs responsabilités tutélaires. Et donc j'ai arrêté les études, j'ai commencé à vendre à un moment donné des habits pour essayer de joindre le debout du mois, jusqu'à reprendre en 2015, à reprendre avec mes études pratiquement à zéro, et puis finir très récemment en 2020 où nous avions eu notre premier diplôme d'État. Je me rappelle d'ailleurs lorsque je reprenais mes études à zéro en 2015, les collègues avec qui j'ai commencé étaient pour la plupart retenus comme assistants à l'université protestante au Congo. Et c'était très dur parce que la plupart des gens, quand ils reprennent une seule année, ils ne viennent pas. Nous n'avions pas repris parce que nous avions échoué, mais on n'avait pas de moyens pour payer les frais. Nous sommes revenus après lorsque nous avions senti qu'il y avait une possibilité pour nous de se prendre en charge. Nous avons donc été soutenus par le père d'un ami, je le salue là où il est, Papa Moudéroy, qui nous a payé les frais pratiquement pendant 2 années de suite à l'UPC, et nous étions juste, nous, obligés de chercher l'argent de transport, les syllabus, à manger, etc. Mais nous avons étudié, nous avons fait un bon parcours à l'université protestante au Congo, l'UPC, pour lequel je salue tous les étudiants actuels et anciens de l'UPC. Nous avons connu un parcours sans reprise, sans reprendre, avec quelques 3 distinctions tous les longs de notre parcours, avec pratiquement 78% en dernière année de droit, ce qui nous a valu d'être retenus assistants par certains enseignants qui nous ont remarqué les longs de notre parcours. Et d'ailleurs, en tant qu'étudiants, nous avions postulé pour devenir représentants des étudiants, donc président du comité des étudiants. Nous sommes adonnés à ces jeux démocratiques. Comme vous le savez,
il est toujours important de participer à la vie de sa communauté et de savoir dans quelle mesure on peut répondre aux desiderata de sa communauté autant que faire se peut. Donc nous avons, à un moment donné, postulé comme président des étudiants et nous avons été élus par les étudiants et en tant que représentants des étudiants, vous savez, on étudie sans payer les frais. Nous avons donc fini notre année là sans payer les frais en tant que président des étudiants et après voilà, nous nous sommes lancés dans la vie active actuellement comme avocat et apprenant en DEA, donc en 3e cycle à la faculté de droit de l'UPC toujours, où nous sommes en train d'attendre notre défense de mémoire pour sinon être sacré chef des travaux et puis s'inscrire en thèse. Et aujourd'hui, un motivateur de la jeunesse congolaise. Nous motivons la jeunesse autant que faire se peut, mais nous sommes plus engagés dans la vie de notre pays, engagés dans les problèmes de notre communauté, parce que nous pensons que l'essentiel pour un homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il fera ou ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Et donc, quelle est la partition que nous pouvons, nous, apporter en tant que jeunes, en tant que Congolais surtout, parce que je n'aime pas aussi trop m'atteler sur la jeunesse, mais en tant que Congolais, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays, qu'est-ce que nous pouvons amener comme pierre à l'édifice et jouer notre partition. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlerons sur l'impact de l'éducation en RDC. Qu'est-ce que ça vous dit le thème? Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis totalement prêt parce que c'est un thème qui est percutant. À partir du moment où l'éducation fonde le monde, l'éducation fonde les grandes nations. Un peuple qui n'a pas éduqué et qui n'est pas éduqué et qui n'a pas reçu une bonne éducation, c'est celui qui part tout droit vers sa perte. C'est comme un peuple sans frein pour lequel la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et donc l'éducation, c'est une dimension d'une révélation à un autre niveau. C'est la base. Et quand on a une certaine éducation, c'est comme si on est révélé, on est initié. Et donc on roule sans frein, plutôt avec frein, on roule avec la capacité de transformer ce que Dieu nous a donné. Donc voilà. Donc l'éducation, c'est la base. C'est la base de tout. Alors bien avant d'entrer en profondeur de notre sujet, on aimerait savoir comment est-ce que vous, personnellement, vous avez découvert votre talent, parce que vous êtes un homme à multiples casquettes. Comment est-ce que vous avez découvert votre talent pour le mettre en exergue et devenir aujourd'hui ces grands messieurs qui est devant moi? Vous savez, madame, l'homme se découvre. L'on dit cogito ergo sum. Qui veut dire connais-toi toi-même. L'homme se découvre, mais l'homme peut également être aidé à se découvrir. Moi, j'ai commencé mes études secondaires en électricité. J'avais l'ambition de devenir ingénieur. Parce que j'étais très fort en maths quand j'étais élève. Je pouvais ne pas être premier de la classe, mais j'étais toujours premier en mathématiques. Ceux qui ont fait les études avec moi peuvent vous le témoigner. Mais lorsque j'arrive en 3e de humanité, j'ai dit, bon, écoute, je vais faire l'électricité, comme j'étais également habile à tout ce qui est de la main. Mais fort malheureusement, cette année-là, je vais m'adonner à une certaine distraction et donc je ne vais pas faire des très bons points. Mon oncle, qui était mon tuteur, l'année qui va suivre, quand je commencerai à habiter avec lui, me dira, non, écoute, toi, tu as toujours tendance à vouloir argumenter quand on pose une question, à vouloir avoir une raison. Tu parles trop, tu suis des émissions politiques, tu as de l'argument. Je pense que le droit sera bon pour toi. Et donc j'ai été conseiller à la faculté de droit. Mais ce n'était pas votre choix. Au départ, non, même si j'aimais bien défendre les autres, parce que voilà, nous on est orphelins depuis l'âge de 4-5 ans, mon père est mort à 29 ans. Okay. Donc voilà que nous avons grandi avec cette envie de se défendre ou de chercher à défendre. Mais ce conseil de mon oncle va me parler. C'est comme ça que je vais me dire, bah, écoute, en 3e année, je vais changer pour aller en scientifique d'abord. Pour commencer en scientifique, parce qu'en même temps j'avais l'ambition de devenir médecin. Donc on avait un peu plusieurs ambitions. C'est comme ça qu'on dit que vous pouvez avoir plusieurs chemins, mais un seul chemin est tracé pour vous. Yes. Donc c'est également un conseil pour le jeune. Vous pouvez être plein d'ambition et d'imagination dans la tête, mais il ne faut pas tout embrasser, parce qu'on dit qui trop embrasse mal étreint. Et donc il faudrait avoir un seul chemin tracé pour vous, qui vous permettra justement d'exceller
Il ne faudrait pas tout prendre à la fois. Il ne faut pas être trop généraliste, il faut être spécialiste. Voilà pourquoi les juristes disent des principes que speciali generalibus derogant, c'est-à-dire les spéciales dérogent au général. Il est vrai que vous pouvez avoir plusieurs ambitions, mais le spécial doit vous démarquer parce que les spéciales dérogent au général. Mais vous venez à peine de dire qu'on vous a orienté à faire le droit. J'ai été orienté, c'est une façon de dire. Mais vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, je ne regrette pas parce que je me suis retrouvé en plein dedans. Je me suis retrouvé dans ces think tanks des juristes de notre pays. Je me suis retrouvé donc comme ayant la sève vivifiante du droit en moi. Et donc c'est comme si j'ai rencontré la femme. Voilà. Okay. J'ai rencontré l'épouse. Et donc, la faculté de droit pour moi m'a permis de découvrir certains talents cachés en moi. Certes, toute personne a un talent, comme vous. On vous a aidé à découvrir votre talent. Alors, comment est-ce qu'une autre personne aussi pourra s'auto-découvrir pour mettre son talent en exergue? D'abord, c'est les parents, les tuteurs qui nous orientent. Ce sont eux qui voient les enfants qui viennent de naître. Nous sommes parents. Moi, je suis parent. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous... vous en aurez après. Quand vous regardez... Je peux vous répondre à la parole. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume que je suis parent. Quand vous regardez un enfant, vous pouvez comprendre que cet enfant est habile à dire ou à faire telle chose. Et c'est à partir de ce moment-là que vous lui donnez une ribambelle d'activités, une panoplie ailleurs. On met les enfants, par exemple, pour les domaines sportifs, on leur laisse à faire tout le sport dans un premier temps. On regarde où est-ce que l'enfant est très habile et on l'oriente. Dans notre pays, on a un poste d'autorité. Si je suis avocat, mon enfant doit être avocat ou avocate. Si je suis médecin, mon enfant doit être médecin. Pourtant, on laisse d'abord à l'enfant un chapelet de propositions qui lui permettra justement de se découvrir et qui nous permettra, nous, en tant que parents, de découvrir les capacités intrinsèques innées de l'enfant et puis l'orienter. Parce que, au-delà du fait qu'on se découvre, on est au demeurant aidé à se découvrir. On nous aide d'abord dans un premier temps. On nous introduit dans un monde qu'on ne connaît pas. Même quand vous avez un bébé qui commence à manger, vous allez vous rendre compte que l'enfant aime telle nourriture par rapport à telle autre. L'enfant n'aime pas toujours ce que vous aimez. Donc vous allez orienter l'enfant par rapport à ses capacités naturelles. Alors, nous allons maintenant shift à notre thème. Alors, on aimerait savoir quelle est la place de l'éducation en RDC? La place de l'éducation en RDC, vous savez, l'État congolais n'est pas un État qui est appelé à vivre en autarcie, à vivre loin des autres États, parce qu'aucun État ne vit présentement en planète Mars. Nous sommes tous sur Terre et il y a l'esprit de globalisation dans le monde. Ceci dit, la place de l'éducation dans notre pays et la place de l'éducation partout dans tout État qui se veut être moderne. Un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui est respectueux même des lois. Voyez-vous, si aujourd'hui nous avons et les hommes de Dieu, et des imams, les pasteurs, et les hommes politiques, et les enseignants, qui la plupart, ou pour certains d'entre eux, se laissent dans l'immoralité, dans des actes qui ne respectent pas une certaine moralité, c'est parce que l'éducation de certains a été prise à la légère. Lorsque vous partez dans d'autres pays, il suffit tout simplement de vous y promener, vous allez voir une certaine propreté, même dans les lieux, dans le milieu public. Ici, les milieux publics sont très sales parce que la plupart des gens ont pris l'éducation à la légère. Donc le peuple congolais est à rééduquer. Il faudrait faire une thérapie importante sur le plan de l'éducation et reprendre l'éducation dès les bas âges. Je ne dirais pas que cette génération est déjà perdue, mais je dis qu'il faudrait prendre d'abord aux mamelles ceux qui sont là, le petit jeune, leur donner les armes d'une bonne éducation qui part de l'instruction et même de la base, du noyau, de la base familiale. Leur dire, écoute, quand tu manges des biscuits ou un bonbon, écoute, le petit sachet qui est là, ce n'est pas à jeter. Tu as ton chewing-gum, tu les remets dans ces petits sachets-là.
tu mets même dans ta poche, tu vas jeter quand tu verras une poubelle ou sinon chez toi à la maison. C'est comme ça que nous, on a été élevés. Quand j'ai mon chewing-gum dans ma bouche, je ne les jette pas par terre. Au pire que quelqu'un s'y mette ou qu'il marche dessus. Je prends le petit sachet qui m'a servi de conserver ces chewing-gums, je les remets à l'intérieur, je peux le mettre dans ma poche, je peux le jeter dans ma voiture, je peux le jeter à la maison quand je vais rentrer. C'est-à-dire que l'éducation, ça part des petites choses pour toucher des grandes choses. C'est-à-dire qu'en RDC, l'éducation n'a pas la première place. Non, l'éducation dans notre pays doit avoir la première place. Mais ça n'a pas la première place. Ça, c'est la thérapie que nous sommes en train de faire avec vous, c'est l'analyse que nous sommes en train de faire. Pour dire que l'éducation dans notre pays n'a pas une place de choix jusqu'ici. Ce ne sont que des chapelets d'intention, ce sont des récitations des sourates où vous avez des gens qui disent mais qui ne font pas. Yes. Il faudrait que ça devienne fonctionnel, pragmatique, comme vous le dites, parce que l'éducation, au fait, en réalité, c'est l'ossature, c'est le socle d'une nation et même d'une famille. Une famille qui n'éduque pas ses enfants, eh ben, c'est une famille qui s'insulte. Un État, de même, qui n'éduque pas son peuple, c'est un État qui se fait insulter. Donc c'est la même chose. Alors que faire pour que cette éducation revienne à la première place? Ça doit commencer par... vous savez, tout ne se règle pas par les lois, mais les lois jouent un rôle important. Il faudrait que dans notre pays, évidemment, on a des lois intéressantes, mais il faudrait que même les législateurs arrivent à avoir une production législative qui toucherait à l'éducation. Il faudrait pénaliser parfois certaines bavures dans la société. On ne peut pas comprendre qu'on puisse jeter les déchets partout. On ne peut pas comprendre que dans nos milieux... Mais on jette partout parce qu'il n'y a pas de poubelle. Non, mais on jette partout parce qu'il n'y a pas de poubelle, parce que l'État est démissionnaire. L'État est démissionnaire de ses responsabilités. C'est comme s'il faudrait faire porter, n'est-ce pas, des lunettes à l'État pour qu'il parvienne à mieux voir que la saleté est devenue comme une sorte de mode de vie. Il faudrait qu'on se le dise. Quand vous partez dans notre pays, vous sentez qu'il y a une paix. Vous avez même la difficulté de jeter quelque chose par terre. Mais ça commence par des petites choses. Ça ne demande pas d'avoir des grands diplômes. D'abord la propreté. D'abord ça. Est-ce que aujourd'hui le Congolais est fier de vivre là où il est? Mais ça commence à la maison. L'éducation commence à la maison. Mais maintenant, l'État, lui, fait un contrôle a posteriori de l'éducation de la maison, mais par des lois qu'il met en place, de sorte que tout celui qui outrepasserait, qui passerait outre les normes sociétales, mais que celui-là soit sanctionné. Mais quand il n'y a pas de sanction pour celui qui jette la saleté, pour celui qui pisse en public, pour celui qui se soulage en public, qui jette des immondices en public, quand il n'y a pas de sanctions, eh bien, tout le monde fait tout ce qui lui passe dans la tête. Voilà pourquoi les juristes disent que la force est au-dessus de la loi. Ce qui fait respecter la loi, c'est la sanction. Mais quand il n'y a pas de sanctions, eh bien, les gens agiraient comme bon leur semblerait. Mais tout cela ne dépend pas seulement de l'État, ça commence d'abord par les mindset, comme vous venez à peine de le dire. Ça commence par l'éducation des bases. Oui, maintenant, l'État, c'est lui qui a un rôle d'impulsion. C'est l'État qui doit impulser ça. À un moment donné, lorsque Mzee Kabila est venu, dans ce pays, nous avons vu que les gens étaient rentrés dans l'ordre. Parce qu'il y avait le fouet. On ne dit pas qu'il faut fouetter toujours, mais il faudrait que la sanction se fasse sentir. Chacun a peur de la sanction. La sanction peut être même contraignante, parce que la sanction est d'abord contraignante au départ. Elle peut même toucher le corps. Vous comprenez? Si on vous voit en train de jeter la saleté par terre, vous, votre mission, ce serait, même si vous êtes un papa, on vous astreint à balayer le boulevard pendant une semaine. Vous voyez votre papa en train de balayer le boulevard pendant une semaine. Il y aura la honte, hein? Une grande honte en plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que des mesures qui peuvent être simples, mais poussant, n'est-ce pas, les gens à être propres. Les Congolais sont propres par les habits. Ouais. Mais regardez le milieu dans lequel nous vivons. Regardez nos routes. Regardez comment les gens ont la facilité de salir les voies publiques. Déplorable. Mais c'est déplorable. Voilà pourquoi un homme a dit, j'ai l'impression que les mots entretien n'existent pas dans nos langues maternelles. Entretien ou maintenance. Il dit ces mots-là, puisque c'est comme si ça n'existe pas dans nos langues maternelles. Voilà pourquoi les Congolais
n'ont pas la capacité de faire preuve de la maintenance et de l'entretien. Mais avec la sensibilisation, je pense que ça va. Sensibilisation de masse, campagne importante. Il ne faudrait pas toujours des campagnes qui chantent des gens, qui chantent les dignitaires et les gouvernants. Oublions même que les gouvernants travaillent pour nous. Oublions que ces gouvernants-là sont là parce que justement c'est nous qui avons fait en sorte qu'ils soient là où ils sont. Donc il faudrait qu'il y ait un réel changement de narratif, un réel changement de prise de conscience. Maître Aristote Chiboboa, pour réussir dans la vie, il faut nécessairement passer par le banc de l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de ce que vous êtes, parce que vous êtes passé par le banc de l'école. C'est vrai vraiment que pour réussir, il faut nécessairement passer par... Pour réussir dans la vie, l'école est la voie privilégiée, mais pas l'unique. Ok, pas l'unique, expliquez-vous. C'est-à-dire que, de manière générale ou principielle, les juristes parlent des principes. Et donc, de manière principielle, par principe, il faut étudier pour avoir... C'est en fait carrément une initiation. Il faut être initié pour avoir d'autres lumières de la vie, pour voir les choses autrement. Et ceci peut te permettre un jour, même lorsque tu seras en train d'entreprendre ou de travailler chez quelqu'un, d'avoir des atouts nécessaires pouvant te pousser à la réussite. Mais ce n'est pas que les études. Les autres te diront ou vous diront que ora et labora, travaille et prie pour réussir. Parce que la prière ou la spiritualité a une place de choix. Je ne parle pas de la spiritualité où il faudrait aller à l'église du 1er au 30. Je parle de la spiritualité comme une pratique de vie, comme une sorte de modus operandi d'un homme. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aller à l'église, mais on a une dimension à être en contact avec le sacré. Voilà pourquoi les chrétiens, la Bible dit quelque part, si je n'abuse de ma confiance, il y a un dicton qui dit que les corps, un esprit saint dans un corps saint. Mais ici, on ne parle pas de la sainteté de l'esprit, on parle aussi de la sainteté du corps. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme, le corps, c'est-à-dire que la formation que l'on donne à notre corps, que ce soit sur le plan du sport, parce que les gens réussissent aussi en faisant du sport sans étudier, que ce soit sur le plan du sport, que ce soit sur le plan des études, mais qu'on y ajoute une dose de spiritualité, de discipline personnelle, le travail, la discipline, et la discipline encore et toujours la répétition, parce qu'il y a un adage qui dit, dans une des langues de notre pays, Musuminina Kayakubula, c'est-à-dire que les persévérants n'échouent jamais. Voyez-vous, le travail, la discipline, la persévérance, mais avec une bonne dose de spiritualité. Dans cette émission aussi, nous avons une devise qui dit talent plus travail est égal à excellence. Comment ? Dans notre émission, nous avons une devise qui dit talent plus travail est égal à excellence. Oui, mais il faut y ajouter maintenant la persévérance. Le travail seul ne suffit pas. Voyez-vous, il faudrait y ajouter la persévérance. Parce que c'est les persévérants qui n'échouent pas. Hein? Je viens vous donner ce dicton intéressant qui dit que Musuminina Kayakubula. Et le persévérant n'échoue jamais. Ah, les persévérants le persévérant n'échoue pas. Donc vous n'avez pas échoué parce que vous avez été persévérant. Il fallait que je persévère. Je vous ai dit, je vous ai parlé en parabole. Je suis sur la voie de la réussite. Ah, vous êtes sur la voie de la réussite. Exactement. Ah non, c'est les autres qui devaient dire ça de vous, non ? Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis sur la voie. Est-ce que c'est vrai ? C'est pourquoi j'ai dit c'est les autres qui devaient normalement... En plus de cela, il faut définir c'est quoi la réussite. Je ne dis pas que j'ai réussi ma vie. Vous êtes en voie. Je suis sur la voie. C'est-à-dire que la réussite peut être quelque part là, mais je suis sur la voie. Vous êtes en train de chercher. Je suis sur la voie. J'ai réussi par exemple à étudier, même lorsque je n'avais pas des parents qui ont des moyens pour me payer les frais. Je suis un orphelin qui a pu se battre, aller à Gambela pour acheter des habits à 5 000 francs et le revendre à ma campagne à 15 000 francs. Avec un budget de 35 000 francs, j'achetais des chemises, je partais chez les tailleurs, je les repassais et je les vendais. Jusqu'à ce qu'un jour, je commençais à aller ici à Zando, à Kato pour acheter des t-shirts à $8, des pantalons kaki à $11 et les revendre à $25 à mes confrères étudiants, mes frères étudiants, mes amis étudiants. Et ça m'a permis d'acheter un syllabus et d'étudier. J'ai fini mes études. Alors si j'ai fini mes études, je ne peux pas dire que j'ai réussi quelque part. J'ai réussi à étudier et je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué. Donc si je n'avais pas persévéré, je m'aurais arrêté
il y a longtemps, j'aurais eu honte. Je pense que la vie, c'est la persévérance aussi, mais c'est aussi la vision de ce que vous voulez devenir. Moi, un jour, je me suis posé la question, lorsque je n'étudiais plus, après avoir été à l'université, je me disais, un jour, j'aurai des enfants et une femme, et j'aurais honte que mes enfants disent que notre papa n'a pas étudié. Je ne dis pas que les parents qui n'ont pas étudié, c'est une honte, ça dépend des circonstances, mais moi, personnellement, je disais que mes enfants doivent avoir la fierté de présenter leur père. Voilà, là, j'ai sorti mes diplômes, et mes formations, je les ai calqués dans la maison. Je les ai mis partout. Moi, je ne veux pas que les enfants, qu'on dise, comme on dit, non, tous les parents ont été premiers de la classe. Non, moi, j'ai sorti mes diplômes, je les ai mis là dans le couloir. Quand ils grandiront, ils comprendront que leur père s'est donné bec et ongle pour devenir ce qu'il est devenu. En tout cas, félicitations. Je vous en remercie. Un brave jeune. Je vous en remercie. Homme. Je vous en remercie. C'est pas du tout facile. Voilà. En tout cas, ces parcours n'a pas été facile. Et dire qu'il y a des gens qui ont été dans des difficultés plus que moi et qui ont gagné leur vie plus que moi. Donc, en fait, c'est juste pour dire, c'est un témoignage pour encourager la jeunesse, pour dire à la jeunesse aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ne partent même pas à l'école, on dit non, on nous a chassés. Nous, on a connu ce qu'on appelle chasse à l'homme. Chasse à l'homme, c'est-à-dire que vous imaginez à la télé à Gombe, les frais étaient vraiment pas chers, mais on vient vous chasser en troisième des humanités, là, on vous chasse comme ça, les amis avec qui j'ai étudié savent. Quand les surveillants viennent, ils vous chassent. Et quand ils partent, vous êtes derrière la porte. Quand ils repartent, vous entrez. Au point que les surveillants avaient connaissance de notre visage. Ils pouvaient chasser, ils font un tour et ils reviennent pour regarder. Mais monsieur, vous, ils sortaient. Donc l'insolvabilité de paiement de frais scolaires était calquée sur notre visage. Mais aujourd'hui, ça s'est effacé par le marqueur du temps. C'est passé. Le marqueur du temps. Alors, vous êtes bien placé pour nous répondre à cette question. Aujourd'hui, nous avons le système LMD. Selon vous, assistant que vous êtes, est-ce une réussite ou un échec? Je pense que le système déjà en soi, c'est un ensemble d'éléments en interaction qui forment un tout. C'est un ensemble d'éléments. Ça, c'est la définition simple du mot système. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'éléments en interaction qui forment un tout. Qui a un objectif, une finalité. Maintenant, parlons du système LMD, on ne peut pas dire que c'est un mauvais système. On ne peut pas non plus dire que c'est déjà une réussite. Mais l'on peut dire, par contre, que c'est un système qui demande d'autres éléments qui doivent être en interaction. Les systèmes LMD demandent par exemple, que les étudiants eux-mêmes fassent beaucoup de recherches. Que les étudiants eux-mêmes lisent plus que les autres. L'enseignant vient, il donne des grandes lignes. Vous partez faire des recherches. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants congolais aiment lire? Est-ce que les étudiants... Vous savez qu'il y a des gens qui ont fini les études sans lire un livre en entièreté. Mais il est licencié. Il n'a jamais lu un livre, un seul livre, du début à la fin. Il existe des gens comme ça. Il y a des gens qui sont licenciés, mais ils n'ont pas de bibliothèque à la maison. Ils n'ont pas même de livres à la maison. J'espère que vous n'êtes pas du nombre. Bref, c'est pour vous dire tout simplement qu'il faudrait avoir la capacité aujourd'hui de faire des recherches personnelles au-delà de ce que les enseignants font. Les enseignants nous donnent des grandes lignes. Le système LMD, dans le système LMD, l'étudiant travaille plus que l'enseignant. Mais déjà dans notre pays, nous savons que les étudiants, pour la plupart, ne font pas des recherches. Les étudiants ne lisent pas trop. Moi, quand j'étais étudiant, les cours finissaient à 17h. À l'UPC, j'ai resté à l'université. J'ai quitté parfois à 23h. Les gardiens qui sont à l'UPC le savent. J'ai resté pour lire. J'entrais dans une des salles ouvertes, soit microfinance, soit la théologie, là, pour ouvrir mes notes et un bouquin à côté pour lire. Je mettais la tête sur le banc pendant au moins 30 minutes après le cours, 45 minutes, quand tout le monde est déjà parti. À 18h45, je commence à lire. Jusqu'à 23h, parfois, je rentre. Je fais le pied de l'UPC jusqu'à Assanov, parfois. Je prends le transport qui me dépose quelque part. Maintenant, bref, c'est pour vous dire tout simplement qu'il faudrait, pour la réussite du système LMD, que les étudiants comprennent
que c'est à vous de travailler plus que l'enseignant. Vous devez être dans la bibliothèque, vos smartphones doivent être utilisés comme des bibliothèques numériques, pas seulement pour être sur TikTok, pas seulement pour être suivre les actualités qui n'ont pas des rapports avec votre science, mais aussi les systèmes LMD exigent des établissements d'enseignement, beaucoup plus d'assistants, beaucoup plus de chefs de travaux, pour permettre tout simplement à ce qu'il y ait des TDE, des travaux pratiques notamment, pour que les étudiants fassent beaucoup plus de recherche et soient stimulés à lire. De nos jours, on a remarqué que le niveau de l'enseignement ici chez nous en RDC, et vous êtes sûr de ça, ça a sensiblement baissé comparativement à l'ancienne époque. Qu'est-ce qui serait à la base de ces phénomènes? Est-ce vous qui ne transmettez pas bien votre matière ou bien c'est les étudiants qui n'assimilent pas bien? La responsabilité est partagée. Et elle est très partagée. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont étudiants mais qui sont hommes politiques, qui ne viennent parfois même pas en cours. Et vous allez voir que ces gens-là réussissent plus que même les étudiants qui viennent étudier tous les jours. C'est-à-dire que la responsabilité est partagée. Vous avez des enseignants qui donnent des points aux étudiants par accointance ethnico-tribale, par provenance des appartenances partitocratiques. Vous avez des gens qui accordent des cotes aux étudiants parce que, évidemment, c'est copain-copine, autrement appelé points sexuellement transmissibles. Donc la place de la méritocratie aujourd'hui a baissé par rapport à hier. Mais évidemment, il y en a également qui se démarquent, qui fournissent des efforts de donner à chaque étudiant ce qui lui revient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement que ça change, notamment à l'UPC, je vois que ça commence à changer. Vous avez des enseignants qui exigent l'achat des syllabus, n'est-ce pas, des notes des cours pour côté des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méfaits qu'il faudrait décrier et permettre à ce que le niveau de l'enseignement reflète réellement les vœux de chacun d'entre nous. Parce que celui qui a mal étudié va mal travailler. C'est ça la conséquence. Vous n'avez pas bien étudié, vous allez mal travailler. Moi, j'avais un credo quand j'étais étudiant. Je ne peux pas finir une année académique sans avoir au moins 5 cours dans ma tête. Si on a 15 cours cette année ou 20 cours cette année-là, je dois sortir au moins avec 5 cours dans ma tête que je peux expliquer sans toucher aux notes. De sorte qu'à la fin de mon cursus de 5 années à la faculté de droit, je peux aujourd'hui dire que j'ai au moins 20 cours dans ma tête que je peux expliquer sans toucher aux notes. Je ne connais pas tout, mais j'ai l'idée de là où tout se trouve. C'est cela l'idée. On ne connaît pas tout, mais quand on a bien étudié, on connaît là où tout se trouve. Mais cela commence par quoi? Par une prise de conscience de tous, de la responsabilité est partagée, et le niveau, la baisse du niveau aujourd'hui de l'enseignement de l'éducation dans notre pays, c'est de la responsabilité et des enseignants et des étudiants. Il faudrait qu'il y ait du sérieux. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié une seule année sans avoir des points qu'ils ne méritent pas. Et moi, je peux bomber. Je n'aimerais pas parler de moi, mais je peux dire que je connais des gens qui ont étudié sérieusement sans avoir des points non mérités. Donc tous les points qu'ils ont eus, ce sont des points qu'ils ont mérités. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Alors, on ne peut pas finir l'émission sans pour autant poser cette question. Selon vous, est-ce la formation et l'éducation de nos jeunes d'aujourd'hui est en adéquation avec le défi du développement du pays? Un État qui veut se développer mise, n'est-ce pas, dans l'homme. En réalité, le problème du développement, les problèmes de respect de texte, c'est un problème anthropologique. C'est un problème anthropocentrique. Donc, phénoménologiquement parlant, l'homme est au centre du développement. Et si l'homme est au centre du développement, il faudrait, n'est-ce pas, donner les capacités nécessaires à cet homme de demain à avoir les armes nécessaires pour le développement de notre pays. C'est le binôme éducation-formation. C'est très important. Mais il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, une contrainte pour les immoraux. Les immoraux n'ont pas de place pour un État qui veut se développer. Il faudrait que l'État prenne des décisions courageuses pour sanctionner. Vous savez, il y a des pays où, si vous avez triché une seule fois pendant que vous étiez élève, on ne peut pas vous confier une parcelle de pouvoir étatique.
C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui qu'on se dise que la méritocratie doit être de principe. Quand vous avez étudié dans ce pays, que vous allez ailleurs, si vous avez mal étudié, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas étudié. Mais si vous avez très bien étudié, même là-bas, vous allez exceller. C'est-à-dire que même dans ce pays, il est possible de bien étudier et d'exceller partout dans la vie. Pour cela, il faudrait que l'État mette des carrefours, n'est-ce pas, qui ait de verrous immunitaires, qui ait l'ossature, un socle pouvant sécuriser une éducation de qualité, une formation de qualité pour que le pays se développe. Alors ça, c'est une question que tout le monde se pose. Beaucoup de professeurs aujourd'hui émigrent en politique. On se pose des questions. Est-ce en quête de survie? Parce que c'est aussi votre cas. Vous êtes aujourd'hui dans la politique, vous êtes assistant. Alors c'est en quête de survie? Ce qui n'est pas interdit est donc permis. Voilà. C'est d'abord le principe. À partir du moment où il n'y a pas une loi qui interdit expressement, nous connaissons des pays où on a interdit. J'ai vu en Russie le président Poutine une année dire aux enseignants que soit vous restez dans l'enseignement, soit vous êtes en politique. Mais si il n'y a pas de loi qui interdit cela, les gens sont libres de faire ce qu'ils font. Vous n'allez pas, au nom de la liberté d'expression, mais c'est pas une justification, de choix et d'opinion, interdire à une personne de faire la politique pendant qu'il est enseignant. Vous n'avez pas assez de temps. Mais évidemment, c'est cela la conséquence. À partir du moment où il y a cette brèche, la conséquence, c'est que la plupart des enseignants se trouvent en politique, pour une raison comme pour une autre. Je n'ai pas la prétention de faire un diagnostic, n'est-ce pas, réel, pour dire que la plupart des enseignants qui sont en politique, c'est pour leur survie. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais tout simplement, je dis qu'à partir du moment où il n'y a pas un encadrement, une interdiction formelle, ou de pistes, des angles de navigation et de natation encadrés par l'État, eh bien, les enseignants se permettront à cœur joie de se retrouver en politique pendant qu'ils enseignent. Conséquence, moins de temps de recherche, moins de temps de publication. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignants qui ne publient pas parce qu'ils n'ont pas de temps de publication, parce qu'en réalité, les enseignants, c'est la publication, c'est la recherche. Donc voilà. C'est la fin de cette émission. Il y a une deuxième rubrique. À cette deuxième rubrique, on vous donne un peu le temps de respirer, d'aspirer, parce que vous avez beaucoup parlé. Prenez les temps. Moi, je demande toujours à mes invités, vous respirez, vous aspirez. Si vous êtes prêts, vous dites que je suis prêt. En tout cas, nous sommes là pour parler, sinon le temps ne va pas nous attendre. Alors, écoutez attentivement cette question, parce qu'elle n'est pas du tout évidente. C'est une question qui est un peu sensible. Je l'aime un peu parce que ça perturbe mes invités, quoi. Alors, écoutez attentivement. Si c'était à refaire, quelle erreur pourriez-vous éviter à reproduire dans l'avenir? Si c'était à refaire, quelle erreur j'éviterais de reproduire dans ma vie? C'est d'éviter de faire un choix, parce que simplement j'estime que les gens vont me dire que j'ai fait ces choix parce que je suis de telle tribu. J'ai marché pendant longtemps avec quelque chose. Je n'aime pas trop que mes choix soient teintés de tribalisme. C'est-à-dire que les gens ne disent pas que si j'ai choisi telle chose, c'est parce que telle personne est de ma tribu. À partir du moment où c'est dans ma tête, j'évite de faire des choix, même si c'était le bon. C'est ça l'erreur à refaire? Je ne le referai pas. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous disons un très grand merci à notre invité d'avoir accepté à passer dans Tableau Nord. Ça a vraiment été un plaisir de partager avec un maître qui n'a pas sa langue dans sa poche. Effectivement, on doit le dire, vous n'avez pas votre langue dans la poche. En tout cas, ce qui est sûr, la langue est sur ma bouche, heureusement. Pas dans votre poche. Et pas dans la poche. Alors, ça a été vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à vous, madame, de l'invitation. Alors, j'ai dit un très grand merci à la grande équipe technique. J'ai dit un très grand merci à mon caméraman privé et personnel, Jérès Chimanga. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao.